Salut à tous. Alors, cette vidéo sort que aujourd'hui parce que j'ai une semaine assez compliquée. Je comptais l'enregistrer lundi et puis j'ai pas pu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais revenir sur une lettre de Blanche Gardin qu'elle a écrite à Jeff Bezos. Vous avez dû la voir passer, vous avez dû en entendre parler, c'est une évidence. Je voudrais revenir dessus. Alors, je vais pas vous la lire. Vous irez la lire, hein, je vous mettrai les liens en description, bien sûr. Comme d'habitude, je vais juste commenter 2-3 passages de sa lettre. Là, vous l'avez à l'écran, vous pouvez mettre en pause pour la lire si vous voulez tout de suite. Donc, pour résumer un peu le contexte, sur Amazon Prime, ils sont en train de faire une émission qui s'appelle LOL qui ressort. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'infos sur l'émission, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que Blanche Gardin, elle refuse l'invitation à participer à cette émission, puisqu'apparemment, les comédiens et les acteurs qui participent, s'ils gagnent, ils font gagner de l'argent à une association caritative. Or, cette association caritative, elle gagnerait 50 000 € dans le cas où le comédien ou la comédienne gagne, alors que la dite comédienne gagne sur la journée 200 000 € de cachet. Alors, Blanche, elle refuse le truc parce que moralement, elle n'est pas très d'accord avec le truc, ce qui se comprend, hein. Elle a les moyens de refuser, c'est drôlement bien de sa part. Bon, je la glisse tout de suite. Si Jeff Bezos, il me veut dans son émission, moi, à 25 000 € de l'heure, j'accepte, hein, très clairement. Comme ça, je bosse une journée et j'arrête de bosser jusqu'à la fin de ma vie. Donc, elle refuse. Alors 200 000 €, je veux dire 25 000 € de l'heure, c'est quand même un sacré salaire, hein, surtout pour des comédiens. C'est très très indécent. Bref. Donc elle, les points qu'elle pointe justement pour son refus, donc, c'est qu'elle dit qu'Amazon ne paye pas ses impôts en France et bénéficie même d'1 milliard d'euros de crédit d'impôt alors qu'elle fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bon, ça fait longtemps que je parle du CICE. Moi, c'est un truc qui m'a toujours heurté et qui m'a toujours choqué, en fait. Le CICE, pour information, Carrefour en bénéficiait, et pas que. Il n'y a pas qu'Amazon, hein. Ça fait depuis que le CICE existe, moi, je suis contre. Je pense qu'on distribue des milliards à des entreprises qui n'en ont pas besoin, sans contrepartie, puisqu'ils ont dit oui, oui, promis, on va relancer de l'emploi. Quand on voit ce que ça a coûté à notre État, il aurait mieux valu qu'on crée des fonctionnaires, en fait, hein. Plutôt qu'on subventionne des entreprises qui disent promis, on embauche et qui ne le font pas, il vaut mieux carrément que l'État prenne ces milliards-là qu'on injecte et qui crée de l'emploi. Ça tombe bien, on a un service public qui exsangue. Donc ça aurait été peut-être un peu plus intelligent, mais bon, on ne peut pas trop en demander non plus à nos gouvernements et à nos politiques. Le deuxième point qu'elle met en évidence, c'est l'émission de gaz à effet de serre d'Amazon. Donc 55,8 millions de tonnes, je ne suis pas allé vérifier les chiffres, je la crois sur parole. Alors, seulement avec ces data centers. Alors il faut quand même revenir sur un point là-dessus aussi, c'est qu'Amazon est un des plus gros hébergeurs de données de la planète. Donc il est normal que cette entreprise à elle seule dégage beaucoup de CO2 par rapport à l'énergie de ces centres de données. Maintenant, vu que c'est un des plus gros hébergeurs de la planète, forcément c'est un de ceux qui polluent le plus, d'un autre côté, fermez Amazon et vous allez voir le nombre de services qui vont disparaître d'Internet, y compris des services gouvernementaux, puisque même notre gouvernement fait appel à l'hébergement d'Amazon, entre autres, hein, avec OVH et d'autres. Donc, oui, les hébergeurs, ils essayent de réduire au maximum la consommation énergétique, et donc mécaniquement de réduire leur pollution, pas parce que ce sont des écolos, mais parce que l'énergie coûte cher. Finalement, dans le système capitaliste de la réduction des coûts, c'est peut-être le côté positif vis-à-vis de l'écologie. Ils ont besoin de faire des économies parce que ça coûte cher d'alimenter des serveurs. Et mécaniquement, du coup, s'ils font des réductions de consommation d'énergie, ça réduit la pollution. Voilà. Ensuite, elle parle de l'utilisation de la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours. Moi, j'ai pas d'infos là-dessus, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça me choquerait pas non plus, hein. Vu les Ouïghours qu'ils ramassent en Chine depuis quelques années, je serais pas trop étonné.
Mais bon, là, je m'avance pas, j'ai pas les infos. Alors, qui détruit l'emploi des petits commerces et la vie sociale qui va avec. Et le deuxième point, enfin le point suivant qui est la même chose en fait, quand elle dit que les emplois qu'elle crée en détruisant d'autres sont des emplois éreintants dans des entrepôts déshumanisés, ce qui n'est pas forcément faux, où on traite les employés comme des robots qu'on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu'on empêche de se syndiquer. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Voilà. Alors, là aussi, je vais un petit peu nuancer le truc, dans le sens où, moi qui habite à l'écart, Amazon, c'est la plus grosse plateforme, enfin, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour la commande en ligne. J'explique. Le premier supermarché de taille moyenne, petit, moyen, donc sur une ville d'environ 6000 habitants, il est à une demi-heure de chez moi. Si je veux aller dans une grosse zone commerciale, une zone commerciale classique d'une ville, j'ai quasiment 1h30 de route pour y aller. Et quand je commande sur Amazon, c'est mon facteur qui me livre. 95% des colis que je reçois, c'est Colissimo qui livre. Donc, c'est de l'économie pour moi en termes financiers, parce qu'Amazon, c'est vrai que c'est moins cher. D'un autre côté, moi, ça m'évite de faire 3 heures de route pour aller chercher un produit, alors que là, je le reçois dans ma boîte aux lettres, et de toute façon, le facteur, il fait le trajet. Tous les jours, il fait sa boucle. Donc, qu'il ait un colis de plus ou un colis de moins, ça ne change rien en termes de pollution, de consommation énergétique, etc., vu qu'il le fait. Il n'y a que pour les gros objets ou certaines choses très ponctuelles où on a des transporteurs privés, transporteurs autres que la Poste. Et dans ce cas-là, eux aussi sont toujours les mêmes. C'est un camion qui fait le tour de tous les hameaux et le village. Donc, pour nous, quand on vit à l'écart, quand on est comme moi dans la forêt, qu'on est loin de la civilisation, Amazon, c'est certainement la solution la moins polluante et bien évidemment la plus économique. Parce que de toute façon, on n'aura pas les produits qu'on cherche à portée de main, qu'il faudra les faire venir. Voilà. Je termine sur cette anecdote aussi. Cette semaine, on va dire que j'ai fumé une perceuse. Une vieille perceuse que j'avais, qui a duré très longtemps, mais elle est arrivée au bout de sa vie. Et j'ai décidé de changer de gamme d'outillage pour monter en gamme. Et donc, j'ai acheté une perceuse Milwaukee. Je suis allé à plus d'une demi-heure de chez moi, dans les 2 revendeurs qu'il y avait. Gedimat et puis un autre. Les tarifs chez Gedimat, c'était plus du double de ceux d'Amazon. On parle de plus du double. Ça a été pareil, c'était un peu moins cher chez l'autre revendeur, mais on est dans le même ordre de grandeur. Donc moi, je veux bien payer plus, jusqu'à 20%, ça me paraît correct, surtout des produits qui sont chers comme celui-là. Mais payer le double, non, je suis désolé. Je veux bien soutenir le commerce local, mais il y a une limite. Moi, je ne peux pas financièrement payer 2 fois plus cher des produits parce qu'ils sont vendus à une demi-heure de chez moi, alors que là, encore une fois, en 3 jours, je l'ai dans la boîte. Parce que même à 1h30 d'une ville, Amazon continue à maintenir ses délais. Des fois, je reçois effectivement des colis en moins de 48 heures. 24 heures, c'est pas possible. Mais 48 heures, oui. Et la majorité du temps, quand je commande, j'ai pas besoin d'être livré très vite. Voilà. Donc moi, je veux bien soutenir le petit commerce local, ce que je fais pour toute la consommation courante. Hein. Je me fournis aux producteurs pour la bouffe, une partie de ma nourriture. Je vais au marché pour pour les légumes. Mais bon, pour les produits technologiques ou autres, je les commande sur Amazon. Ça me coûte effectivement moins cher et je peux pas. Les locaux sont beaucoup trop chers. Donc, il y a aussi l'autre côté. Je veux bien qu'Amazon soit un énorme ogre qui est en train de bouffer une grosse partie du commerce. Je suis d'accord avec ça. Et c'est dommage qu'on perde effectivement du commerce de proximité. D'un autre côté, en termes de tarifs, en plus avec l'inflation qu'on a actuellement, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc je suis bien désolé pour tous les commerçants qui font du local, mais les écarts de prix sont trop importants. Donc Blanche Gardin, moi j'aime beaucoup, depuis très longtemps.
C'est une nana qui me plaît bien à la fois dans son humour et dans ses positions dans la vie réelle. Pour moi, elle fait partie de ces comédiennes intègres, même si son histoire avec Louis C.K., etc., bon, ça, on peut en discuter, moi ça me concerne pas. Bref. J'ai un peu la crève, donc... Alors, il y a une autre personne qui a réagi à la lettre de Blanche, c'est Audrey Vernon. Alors Audrey Vernon, je ne sais pas si vous la connaissez, parce qu'elle est beaucoup moins connue que Blanche Gardin. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je la suis, j'aime beaucoup aussi. C'est pas le même style. Audrey Vernon, c'est une humoriste et comédienne qui a beaucoup joué dans les usines, notamment pour les grévistes, qui est très impliquée politiquement. Elle a des spectacles qui sont assez engagés politiquement. Notamment, j'ai épousé un milliardaire. Et elle était intéressante, donc elle a fait une réponse. Je vous mettrai le lien en description aussi dans la vidéo, bien sûr. Et je vais vous la lire, cette réponse. J'ai appuyé sur le bon bouton, c'est tout bon. Donc, fuck you, Jeff, merci Blanche. Depuis des mois, je fulminais contre ce programme qui est un produit d'appel pour que les gens s'abonnent à Amazon Prime et deviennent captifs de ce système de surconsommation injuste. Captif, le Prime, quand on utilise la plateforme, on l'a. Donc, moi, j'ai pas pris Amazon Prime pour les vidéos. Je l'ai pris pour avoir les garanties et avoir le cadre de livraison, voilà, pas la vitesse, mais en tout cas la sûreté du truc. Quand les petits commerces sont taxés, payent leurs impôts, leurs charges, Amazon est subventionné, aidé pour bétonner et créer des emplois sous-payés. Je refais une parenthèse à ce niveau-là. Un jour, lors d'une soirée, d'une prestation, en fait, j'ai discuté avec un gars du public que je connaissais pas, hein, et on se connaissait pas du tout, qui travaillait dans un entrepôt Amazon et qui me disait que lui, il était assez satisfait. Alors j'imagine que c'est pas le cas de tous, bien sûr, mais qu'il était bien payé, qu'il était content de son salaire, pour un manutentionnaire en tout cas, et que, bon, bah, c'est du boulot de manutention, hein, c'est sûr, mais que, voilà, lui, il était satisfait des conditions de travail, qu'il était bien payé, qu'il avait des avantages qui l'intéressaient. Donc je sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur, hein, j'imagine qu'il y a des endroits où ça doit être sordide, mais voilà, je vous remonte un commentaire positif qui n'est pas représentatif bien évidemment de l'ensemble. Donc voilà, je sais pas. Jeff Bezos envoie dans l'atmosphère autant de carbone en 10 minutes que le milliard de personnes les plus pauvres dans toute leur vie. Est-ce que la comparaison est intelligente? Ça, je sais pas. Quand j'ai appris le salaire des acteurs, j'ai cru à une blague. 200 000 € pour une journée de tournage. 1 million? Ouais, c'est un truc hallucinant, ça. 200 000 € à la journée. Hein. Pour info, en gros, un cachet d'intermittent classique dans la technique, c'est de l'ordre de 300 à 400 € le cachet pour des journées de 12 à 16 heures d'affilée. C'est ça. Légalement, on ne doit pas dépasser les 14 heures, mais dans le spectacle, c'est très fréquent qu'on dépasse, qu'on travaille plus. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée du rapport. Hein. 300 à 400 € brut. C'est pas le net. Hein. Où j'en étais? En donnant l'impression de jouer gratuitement pour une asso. C'est une légende urbaine. J'ai essayé d'en parler, mais on me conseillait d'arrêter. Eh oui, faut toujours rester mainstream hein, dans le spectacle aussi. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais ils choquent. C'est vrai dans tous les domaines, je pense. Je n'ai évidemment rien contre les acteurs qui acceptent de travailler pour Amazon. Chacun ses raisons. Et comment refuser de telles sommes? Je suis d'accord, hein, je vous le dis, moi s'il veut, je viens. Par contre, j'ai une énorme colère vis-à-vis des milliardaires et de leurs complices politiques qui laissent accaparer toujours plus de richesses, exploiter les travailleurs pauvres et nous précipiter vers l'extinction. Car c'est de ça qu'il s'agit, d'un génocide et d'un ethnocide. Ce sont des criminels, des sociopathes dangereux et nous devons absolument entrer en résistance contre eux. Alors, que les chefs d'entreprise et les grosses boîtes fassent du fric sans aucune morale, je vous renvoie sur la vidéo sur les psychopathes. Moi, il y a quelque chose qui je trouve, qui est dans l'ordre des choses, en fait. C'est un peu le boulot d'une entreprise de faire du pognon. Le problème, moi, je le situe au niveau des politiques.
Parce que c'est à eux de cadrer la chose, c'est à eux de voter les lois, de les décider, de les discuter. Et actuellement, notre chère première ministre, elle préfère essayer d'expliquer qu'on va nous réguler sur Internet, alors qu'actuellement c'est toujours impossible. Donc ils sont toujours dans leur idéologie de matraquer le peuple, parce que nous on est trop cons pour eux. Par contre, ils ne votent pas de loi, effectivement, pour ces énormes entreprises qui bouffent progressivement les budgets de l'État. C'est pas normal qu'on subventionne des entreprises de cette taille-là, en fait. Alors qu'on a plein de petites entreprises qui crèvent, qu'il y a énormément de patrons qui sont dans des difficultés énormes, qui gagnent très peu de salaire. Hein, les patrons, c'est pas que Jeff Bezos. Hein, il y a énormément d'indépendants ou de petits patrons qui ont des grosses difficultés, et eux, par contre, sont pas aidés. Donc ça, c'est pas normal. Et là, moi, je rejette encore une fois la pierre à nos politiques. C'est eux les responsables. C'est à eux de faire le job. On peut pas en vouloir à Jeff Bezos de se goinfrer. Lui, il est clair avec sa position. De toute façon, c'est un libertarien, lui aussi. Par contre, que nos politiques leur facilitent la vie, leur déroulent des tapis rouges et votent des lois qui les favorisent, ben non seulement, pour moi, c'est eux qu'on devrait mettre devant des tribunaux, et ensuite, à un moment donné, il faudrait aussi que les gens se réveillent et arrêtent de mettre des banquiers à la tête des États. À un moment donné, on a les élus qu'on mérite aussi. Hein. Bref. Est-ce que vous savez que les jeunes actrices sont, dès leur premier film, obligées d'accepter des contrats d'égérie sous la menace de ne pas travailler si elles refusent? C'est un petit peu vrai dans tous les domaines du spectacle, en fait. Hein. Au début de carrière, on va faire beaucoup de choses, soit bénévoles, soit très peu payées, parce qu'on essaye de se lancer. Et bien évidemment, ben, tous les organisateurs, les producteurs, etc., ils en profitent. Hein. Le monde du spectacle, c'est pas un monde de bisounours du tout. Je fais encore une parenthèse. Ça m'a bien fait marrer, ça me fait marrer à chaque fois que je vois des soirées avec tous les comédiens, les musiciens, etc. qui disent oui, il faut être solidaire, oui, machin, oui, on s'aime tous, oui, non, 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 ça c'est le spectacle. Derrière, c'est tous des requins, hein. Soyons très clairs, chacun veut sortir du lot, il n'y a pas de petits égos dans le spectacle, notamment chez les artistes. Quand on monte sur scène, qu'on se met en public, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ben forcément, en termes d'ego, il faut avoir un ego très solide. Donc, ça déborde des fois. Mais derrière le monde du spectacle, derrière ce paravent de paillettes et de dire oui, on est tous de gauche, oui, on s'aime tous, on est tous dans l'inclusivité, on est tous dans le respect, en fait... C'est un panier de crabes. Tout le monde se bat pour sortir du lot. S'il y en a un qui peut enfoncer l'autre, il le fait. Voilà. Soyons clairs là-dessus. Donc effectivement, les jeunes, ils commencent. Ceux qui débutent dans le métier, alors ils ne sont pas forcément jeunes, mais ceux qui débutent dans le métier, ils sont mal payés, voire pas payés du tout. Hein, il y en a beaucoup qui nous proposent carrément de nous payer en visibilité. Hein. Même en tant que technicien, ça m'arrive. Hein. Parce que vous comprenez, on fait des métiers passion, nous. Quand on enchaîne 16 heures de prestation à installer la scène, à la désinstaller à 2 heures du mat, à charger les camions, on fait du bénévolat. Donc non, très clairement, ce sont de vrais métiers et il faut les payer. Je reprends la lecture. Regardez les couvertures de magazines. Les annonceurs de ces magazines, Bernard Arnault, Pinault ou L'Oréal, imposent en une celles qui sont sous contrat avec eux, évidemment. Pourquoi n'est-ce pas considéré comme de la publicité cachée ou du public rédactionnel ou du public rédactionnel? Oui, il faudrait le préciser à la limite effectivement qu'ils soient sous contrat, mais que les magazines ou les chaînes de télévision mettent en avant les gens qu'ils ont embauchés, ça me paraît normal là aussi. Dior, Vuitton, Chanel ne sont plus des petites maisons de couture françaises qui font travailler des petites mains. Eh oui. Ce sont des multinationales mondialisées qui impliquent des cargos, des jets privés, des univers de soi-disant luxe complètement incompatibles avec la survie du monde vivant. Je suis assez d'accord avec ça. Quand Catherine Deneuve était habillée par Saint-Laurent, elle était habillée par son ami, un être humain. Il n'y avait pas d'argent entre eux. Ils s'aimaient. Quand Audrey Hepburn, je ne sais pas qui c'est, était habillée par Givenchy, ils étaient amis. Il y a une énorme différence aujourd'hui. Derrière ces marques mythiques, il y a d'énormes enjeux financiers, c'est de la corruption à grande échelle, et les actrices sont obligées de participer à ça. Oui, oui et non. Il y en a qui ne participent pas. Hein. Après, ça dépend effectivement jusqu'où et quelle sphère on veut atteindre dans le métier. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui y arrivent à être tout en haut par leur capacité de travail et du coup par leur talent.
Et puis la chance qui va avec de tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir se faire propulser. Puisque à niveau équivalent, dans énormément de métiers, c'est vrai, hein, à niveau équivalent, c'est pas le mérite, c'est la chance. C'est évident que quelqu'un qui a passé 20 ans à pratiquer la musique par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais fait, forcément, c'est pas comparable. Mais sur des personnes, que ce soit des comédiens ou des musiciens, à niveau équivalent et à travail équivalent, ce qui fera la différence entre eux, c'est absolument pas le mérite, c'est pas le talent, c'est la chance de rencontrer les bonnes personnes qui va pouvoir les propulser ou les amener sur les bons projets qui vont les faire connaître. C'est surtout ça qui fait la différence. Elles n'ont pas le choix, celles qui refusent sont pénalisées, ça c'est vrai, et personne ne le dit. Alors si, on le dit dans tout le milieu, on le sait en fait, c'est le grand public qui n'est pas au courant. Les Césars sont sponsorisés par Chanel et Bolloré. Cannes est un repère de milliardaires, typo L'Oréal, Palme, Chopard. On s'est habitué à trouver normal cette collusion entre cinéma et luxe, mais elle n'est pas obligatoire et ça n'a pas toujours été comme ça. Alors non, c'est clair, si on remonte à l'époque de Molière, par exemple, on n'était pas dans le même contexte. Et effectivement, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres comédiens et comédiennes et d'autres artistes, on va faire large, qui ne sont pas dans ce délire-là. Mais bon, c'est quand même facile, hein. Beaucoup plus facile d'être subventionné, appuyé par des grosses boîtes ou des gros producteurs. Est-ce que vous savez que les actrices sont payées des fortunes pour porter des vêtements? Alors ça, si vous lisez Gala, vous le savez, hein. Qu'elles ont des gardes du corps pour protéger des parures de bijoux issus des mines qui feraient passer Liz Taylor pour une pauvresse. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, notamment à Cannes, les parures, beaucoup de robes, etc. Les comédiens et les comédiennes n'en sont pas propriétaires en fait, ça leur est prêté. Alors oui, parfois on accepte de tourner dans une série qui, apprend-on, après la fin du tournage, sera diffusée sur une chaîne qui appartient à un milliardaire. C'est difficile de faire autrement en ce moment. On accepte de collaborer avec un média qui appartient à une multinationale en pesant le pour et le contre, mais ce n'est pas à nous d'avoir honte. Ça, c'est vrai. C'est pas aux comédiens et c'est le système. De toute façon, vous voulez travailler pour une chaîne de télévision qui appartient pas à un milliardaire, bah, c'est que les chaînes publiques, en fait. Parce que tout le reste appartient à des milliardaires. Tout. Donc, il n'y a pas le choix, hein. Ou alors, vous faites comme moi, ou comme d'autres vidéastes, hein, c'est de la production sur YouTube, mais très clairement, vous avez vu, moi, c'est pas avec 900 abonnés que je vais gagner quoi que ce soit. D'ailleurs, je peux pas monétiser avec aussi peu d'abonnés. Mais c'est pas YouTube, ça va être pire, en fait, pour essayer de sortir du lot. L'autoprod, ça fonctionne au départ, jusqu'à une certaine échelle, mais après, si on veut réellement percer dans le monde du spectacle, on est obligé, à un moment donné, de passer par de la grosse production. Même les Daft Punk, ils ont fini par passer par des majors, même s'ils ont bien négocié leur contrat. Donc à ce niveau-là, à un moment donné, ça fait partie effectivement des filières de notre branche, quoi. C'est à ceux qui ont laissé ce système progresser au point qu'on ne peut plus y échapper. Cela fait 14 ans maintenant que j'écris sur les milliardaires et tout a empiré. Leur présence s'est accrue au point que les espaces d'expression sont minuscules. Je ne compte plus les pressions, les chantages et les menaces. Alors je remercie de tout mon cœur Blanche d'avoir crevé cet abcès. J'espère que le milieu du spectacle va réussir à s'organiser pour que nous n'ayons plus jamais à côtoyer des sociopathes qui détruisent le monde. Que devenir égérie Nespresso, Chanel ou Dior ne soit plus une gloire, mais une honte intersidérale. Il y a du travail, aidez-nous. Oui, il y a du travail, effectivement. Alors, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le monde du spectacle. À plusieurs niveaux, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On a un premier problème au niveau du spectacle vivant, comme je le disais, qui est au niveau de la charge de travail et des quantités horaires qu'on fait. Alors, quand on rentre dans le métier, on le sait. Quand on est un petit indépendant comme moi, on le sait, je sais très bien que des fois, je vais faire de très grosses journées, que je vais enchaîner des journées. C'est un choix de vie. Et ça m'est arrivé de faire les 35 heures par semaine, mais de les faire en 2 jours. Et c'est pas rare, en fait. C'est pas courant non plus, mais c'est pas rare. Donc on a un premier problème, qui est au niveau de l'organisation du travail. Ça coûte cher. Embaucher des techniciens, embaucher les équipes, tout ça, pour qu'un spectacle se déroule bien, ça coûte cher pour les organisateurs. Si ce sont des festivals, il faut plusieurs équipes pour faire des roulements, ce qui coûte encore plus cher.
Vous savez qu'en France, dès qu'on a des salariés, ça devient invivable. On a un deuxième problème qui est au niveau des subventions d'État. Là aussi, il y aurait un milieu à purger, en fait. Il y a des fois des subventions qui sont totalement indécentes. On va trouver des subventions de 100 000, 150 000 euros pour monter un spectacle de 5 tableaux de danse qui va faire bosser 4 personnes, quoi. Donc selon l'organisateur, le créateur, selon le type de spectacle, selon les contacts qu'il a, selon les institutions qui vont être derrière par rapport à la subvention, là aussi il y a beaucoup d'abus là-dessus. Et puis, on va avoir tout le domaine du privé. C'est-à-dire que, effectivement, comme Amazon, comme toutes les grosses productions, les majors qui ont la main mise sur tout, tous les vidéastes le disent sur YouTube, au niveau des droits d'auteur, ça devient un enfer au niveau de la musique. Moi j'ai la chance d'être musicien, donc sur toutes mes vidéos, je compose ma propre musique. D'un autre côté, si je veux utiliser une musique existante, ça va me coûter une blinde où je sais que je ne monétiserai pas la vidéo. Donc on a un vrai problème au niveau des droits d'auteur, ça fait longtemps. Vu qu'on a mis à la tête de nos États uniquement des libéraux, en fait, ils ont passé des lois qui allaient dans le sens des majors systématiquement, et certainement pas dans le sens des artistes. Là encore, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais on a les élus qu'on mérite. Et ce sont les politiques, effectivement, qui doivent faire passer les lois pour protéger le milieu, protéger les travailleurs, etc. Mais nos politiques ne le feront pas. On met tout le temps des libéraux et des gens qui sont uniquement dans les milieux des riches, et dont leur cercle de connaissances, c'est que ces milieux-là, ils vont aider leurs potes. Hein. Moi, il n'y a rien qui m'étonne là-dedans. Donc si vous voulez effectivement aider les comédiens, les artistes, etc., il faut, en tant que public, aller voir des spectacles vivants dans les petites salles, aller voir des spectacles vivants qui sont organisés par vos municipalités, qui sont organisés par des associations ou des théâtres, des petites salles. Et éviter effectivement les vidéos, les Blu-ray, les conneries que vous pouvez avoir, des gros spectacles qui sont produits par des riches et par des milliardaires. C'est le seul moyen que vous aurez de réellement aider notre profession, c'est de favoriser un maximum le spectacle vivant dans la salle de spectacle. Et c'est quelque chose, de toute façon, pour ceux qui connaissent et qui aiment ça, vous savez qu'un spectacle vivant ne pourra jamais être reproduit à la télévision, en fait. Vous n'avez pas l'ambiance du public, vous n'avez pas l'ambiance de la salle, vous n'avez pas le contact avec l'artiste qui est à quelques mètres de vous. Donc c'est pour ça, je vous dis, allez dans des petites salles, soutenez les petits artistes. Quand vous êtes dans une salle de 200 places, c'est beaucoup plus agréable que quand vous êtes dans une salle de 20 000 où vous allez avoir, ou un stade où vous allez avoir carrément des écrans. Donc, ouais, vous voulez aider des artistes et la profession, allez voir des spectacles vivants, ça vous coûtera moins cher, ça sera des souvenirs inoubliables, emmenez vos enfants, habituez-les à la culture, à la musique, au théâtre, à la danse. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui ouvre les émotions, qui ouvre l'esprit, qui ouvre la culture, c'est fondamental l'art. Voilà. Si vous voulez vraiment aider notre profession, faites ça, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet, j'ai déjà beaucoup parlé, la vidéo est déjà bien assez longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo s'il vous plaît, et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.